Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons tout particulièrement nous pencher aujourd'hui sur les femmes et sur une douleur qui les touche tout particulièrement. On en parle de plus en plus, on va parler donc aujourd'hui de l'endométriose et on va essayer d'élargir le débat puisque c'est avec Michel Odoul que nous allons aborder ce sujet qui touche l'organe reproducteur féminin et plus précisément l'utérus. L'utérus, ce petit nid douillet qui accueille le fœtus. Et puis pourquoi pas, on pourra aussi parler des règles qui pour beaucoup de femmes sont particulièrement douloureuses. Alors que pour d'autres, ça pose pas un réel problème. C'est vrai que la femme a la capacité de faire des bébés, c'est une joie extraordinaire. Peut-être que le prix à payer est parfois assez lourd. Et puis on va essayer de voir ce que ça peut signifier sur le plan symbolique et sans doute qu'il y aura certainement beaucoup de choses à dire et c'est pour ça qu'on attend vos témoignages et puis grâce à Michel Odoul, il y aura certainement un éclairage particulier. En tout cas, n'hésitez pas à venir en parler, à nous appeler et pour ça, bien sûr, vous composez le 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Alors jusqu'à nouvel ordre, les hommes n'ont pas d'utérus. On ne sait jamais, parce qu'avec les progrès de la science, peut-être que demain ils en auront un, mais enfin pour l'instant ça ne concerne que les femmes. Oui, je vous sens taquine là, Brigitte. Pas du tout. Écoutez, je n'ai pas de compétences particulières sur le domaine. Les constats qu'on peut faire, donc, c'est qu'à travers ce qui est véhiculé au niveau média et au niveau société. Non mais en fait je disais ça parce que c'est vrai, quoi qu'on en dise, c'est vrai que nous les femmes avec la capacité à enfanter, qui est certes une puissance et une joie extraordinaire, on subit quand même quelques inconvénients, notamment les règles douloureuses, des problèmes d'endométriose, etc. C'est pour ça que je disais ça. Il y avait rien de taquin de ma part. Je vous sens sur vos gardes. Pas du tout. Non. J'essaye de trouver des mots justes pour qualifier les choses parce que nous sommes là sur des terrains qui sont des terrains sensibles. Chaque structure d'être humain a des caractéristiques qui lui sont propres en fonction du sexe qu'est le sien. Il y a la prostate pour les hommes, il va y avoir l'utérus et un certain nombre d'éléments collatéraux pour les femmes. L'utérus est une zone qui est centrale et qui est majeure. Il faut quand même pas oublier que à travers cette partie de leur corps, les femmes ont la puissance absolue, puisque c'est celle de donner et de porter la vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir absolument à l'esprit. Et bien sûr qu'il semblerait que dans la vie, sont associées à toutes les puissances et les possibilités que l'on peut avoir, un certain nombre de nécessités ou de contraintes, voire de devoirs ou autres. Et c'est vrai que le système hormonal féminin, à travers les cycles qui cadencent justement ce cycle, et qui permettent à la vie de pouvoir se nidifier à l'intérieur d'elle, sont une contrainte. C'est une contrainte calendaire, c'est une contrainte lunaire, c'est une contrainte de cette répétition des cycles, dont le but est fondamentalement de nettoyer la muqueuse utérine pour permettre la nidification suivante. C'est-à-dire, on dit même en médecine chinoise que le cycle féminin, il est là pour permettre à la mère qui n'a pas existé de partir, pour laisser la place à la mère à venir. C'est-à-dire pour permettre au terrain, à la muqueuse, à redevenir favorable et fertile à une nidification éventuelle. Mais c'est vrai que pour beaucoup de femmes depuis la nuit des temps, les règles ont été considérées comme quelque chose d'impropre, etc., etc. Donc elles portent ce poids-là aussi dans leur inconscient collectif. Il y a le plan physiologique qui est un plan dans lequel ce moment des règles, ce moment des cycles peut être particulièrement inconfortable et désagréable. Ça, c'est tout à fait exact. Et puis, il y a ce que ça représente symboliquement parlant. Et effectivement, cette notion qui a été très bien traduite à travers, par exemple, un film comme Carrie ou des films de ce style-là, montrant combien, quand le cycle arrive chez une petite fille chez qui la conscience n'a pas été préparée à ce que cela pouvait représenter et signifier, peut devenir quelque chose de profondément blessant, salissant, déséquilibrant et destructurant. Et traumatisant même. Et traumatisant. Et que par conséquent, il y a sans doute, je crois, de nos jours, justement puisque nous sommes dans des époques où la culture nous permet d'informer, d'essayer d'informer plus véritablement ce qui se passe, ce qu'il en est. Quelle est cette tension et ce pathos éventuel qui peut exister autour d'une zone corporelle
qui est finalement la zone qui est la plus merveilleuse et magique de l'être humain, puisque c'est celle, à nouveau, je le répète, qui est capable de donner la vie et de porter la vie. Oui, et c'est intéressant parce que en même temps, on entend aujourd'hui des femmes qui se révoltent et qui se disent c'est pas juste, c'est pas bien que ce soit nous pourquoi on pourrait pas supprimer les règles. Enfin, on voit bien aussi qu'il y a tout un courant et que je peux tout à fait entendre, parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et je me souviens sur l'émission qu'on avait faite sur les règles avec Christian Jamin, gynécologue, on a eu des témoignages et pour l'instant j'ai pas trouvé de mots pour remplacer le mot règle, parce que j'ai un petit peu réfléchi, mais j'ai pas réussi à trouver un mot, tellement ce mot a une connotation négative. Alors qu'il y a pas de raison, mais ça a une connotation négative. Et on sait le poids des mots. Quand un mot a une connotation négative, déjà, on a tendance en tant que femme à pas aimer nos règles. Oui, mais parce que nous naissons d'époques qui sont des époques qui ont cru qu'elles avaient balayé d'un revers de bras tout ce qui était les contraintes extérieures. Les générations post-68 ont cru que la liberté, c'était l'absence de règles. Alors que ce n'est pas du tout ça. La liberté, c'est la pleine acceptation des règles pour être capable de les utiliser et d'en faire quelque chose. La règle, ça peut être une contrainte, mais la règle, ça peut être quelque chose qui régule, qui protège. C'est parce qu'il y a des règles dans le code de la route que l'on peut circuler librement sur un territoire. Et que par conséquent, oui, il y a à, entre guillemets, si ce n'est redorer le blason du terme, à essayer de l'étendre un peu. Il y a un temps qui est un temps où il y a une sorte de contrainte qui existe dans le corps à travers ce moment particulier du cycle féminin. Mais il y a plein de moments où on accepte des contraintes sur le corps parce qu'on sait que ça va nous faire du bien. Quand on fait du sport et qu'on a des courbatures, on sait pertinemment que ces courbatures, c'est une contrainte. Mais que c'est une règle de ce qu'est le fonctionnement d'un corps qui fait une activité. Or, cette activité qui est imposée au corps, cette activité qui génère des courbatures, c'est celle qui libère et qui fait du bien. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, quand on accepte mal ce qui est, entre guillemets, normal, c'est toujours plus douloureux. L'opposition à ce qu'est le principe de vie rend les choses toujours plus compliquées. Ouais. Ça, c'est clair et net. Donc ça, c'est déjà symboliquement quelque chose qu'on peut dire. Oui, mais puis on va voir, on pourra le développer à travers des faits et des faits biomécaniques réels, montrant combien le positionnement par rapport à un certain nombre de choses peut avoir des conséquences qui sont des conséquences aggravantes, négatives et néfastes. Et on va l'illustrer à travers des cas très précis qui sont connus et reconnus par la science et qui sont ceux qui vont parler d'autres champs, même éventuels que les questions de cycle féminin, mais qui vont montrer combien, lorsque l'on est confronté à quelque chose, à un phénomène biomécanique qui se passe dans notre organisme, et que nous avons du mal à donner du sens à cela, que nous avons du mal à lui trouver une raison d'être ou une place dans notre vie, à ce moment-là, nous avons une tendance à essayer de nous opposer à lui. Et ça génère des résonances au niveau physiologique qui sont des tensions, des contraintes, des sécrétions hormonales particulières, etc., qui, elles, viennent aggraver la situation. Eh bien, on va parler de tout ça avec vous, mais bien sûr, les hommes peuvent également appeler si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de témoigner. Vous n'êtes jamais exclus, évidemment. 0826 300 300, c'est Garance qu'on va avoir dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu et je rappelle que vous êtes l'auteur de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, qui vient de ressortir augmenté. Et il y a également le lexique qui ressort. Enfin bon, bref, 30 ans bientôt. Vous vous rendez compte ? 30 ans, une belle jeunesse. N'est-ce pas ? Ça veut dire que vous avez déjà touché 2 générations de lecteurs, de lectrices. Oui. C'est pas anodin. Non seulement c'est pas anodin, mais c'est quelque chose qui fait énormément plaisir parce que ça veut dire que le propos est un propos qui est plutôt universel et transgénérationnel. Parce que ça parle de l'être, parce que ça parle de quelque chose. C'est pas uniquement la préoccupation d'une génération donnée, mais que ça parle vraiment à tout ce qu'un individu qui ressent une souffrance, quelle qu'elle soit dans son corps, peut mettre comme sens derrière. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Eh bien, on va voir ce que Garance met comme sens dans son endométriose. C'est ça, Garance? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Oui, dans mon endométriose qui m'a coûté mon utérus en fait. Donc voilà, c'est un témoignage et je souhaiterais que Michel puisse déjà, même si dans l'introduction il y a beaucoup de choses dites, mais j'aimerais que voilà. Mais il vous écoute, allez-y Garance. Voilà, moi je suis issue d'une fratrie puisqu'il y a quand même un garçon, mais où il y a nous sommes 4 filles. Je suis la seule à avoir l'endométriose. Chez mes cousines il n'y en a pas, les grands-mères, ma mère, personne n'en a. Et quand on est la seule à en souffrir, y compris les femmes, quand on parle de douleur, on n'est pas entendu. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça peut dire quand on est la seule femme d'une famille à avoir l'endométriose au point d'aller jusqu'à l'hystérectomie? Et voilà, j'aimerais que lui puisse déjà peut-être, je sais pas, me dire quelque chose par rapport à ça. Alors, on ne veut pas se croire maudite, mais... Oui, c'est véritablement ce que vous évoquez est vraiment très important parce que ça fait partie véritablement des composantes qu'on rencontre chez les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est qu'il y a une véritable détresse psychique. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous, on ne comprend pas pourquoi. Et quand en plus, dans le regard des autres, on a l'impression que on est considéré comme quelqu'un de sensible ou qui s'imagine de la douleur, effectivement c'est encore plus aggravant sur le plan du ressenti et du vécu. La douleur physique, elle est indéniable, elle est incontestable, elle est constatable, elle est tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'elle est à aucun moment sujet à discussion. La question après, c'est de se dire, mais pourquoi moi à l'intérieur d'une famille? Là, vous savez, c'est pas sur une émission de radio qu'on peut répondre aussi simplement que ça à une question qui est la vôtre. Ce qui est en revanche, effectivement, derrière la question de l'endométriose, dans la question qui touche à l'utérus en général, c'est-à-dire dont on va trouver des pistes dès les dysménorrhées ou les adénomioses, ou etc., c'est qu'il y a quelque chose qui a à voir avec cette partie du corps si particulière, propre au féminin, qui s'appelle l'utérus, et qui est une sorte de matrice, qui est la matrice accueillante dans laquelle l'enfant peut émerger, peut naître, peut se constituer sous la forme d'un fœtus pour arriver ensuite à la vie. Et donc il y a là quelque chose qui est en lien sans doute avec la manière avec laquelle on se pense et on se conçoit comme étant capable de porter ou de donner de la vie, tout en étant soumise à effectivement ce que cette partie du corps implique et induit à travers les cycles tels qu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un certain nombre de contraintes physiologiques qui ne rendent pas, d'ailleurs sociétalement parlant, souvent la vie facile aux femmes qui souffrent de déséquilibre à ce niveau-là. Et il y a donc sans doute une complexité à l'identité de soi par rapport à ce qu'est la manière dont on se pense comme mère potentielle. Quelle est l'image ou quelle est l'idée dans la fratrie qui est la vôtre que vous évoquiez? Quelle est l'image, pensez-vous, qui est la vôtre et quelle est la place que vous occupez à l'intérieur de cette fratrie? Alors là, j'ai suffisamment travaillé sur ça depuis quelques années. Effectivement, moi, ma fratrie se composerait plutôt pourtant on a les mêmes parents, hein, mais en 2 temps, parce qu'il y a un écart entre les 3 aînés et les 2 suivants. Et j'étais donc la seconde prise entre 2 sœurs dans un espace de 3 ans, en fait, 3 ans et demi. Entre l'aînée et la 3e, il y a très peu de temps. Mmh. Et dans une famille, parce que moi j'ai la cinquantaine, où je pense qu'on a espéré un garçon et que jusqu'à la naissance de mon frère, on m'a fait supporter ce rôle de garçon manqué. En plus, j'étais un enfant un peu énergique et qu'à la naissance de mon frère, j'ai perdu ce statut de garçon manqué et donc ni fille ni garçon finalement. Et je pense effectivement, souvent je me suis posé la question si j'avais pas cette pathologie qui venait à me rappeler que j'étais quand même du côté des filles. Et si j'avais pas été, tout à l'heure vous l'avez évoqué, j'ai trouvé ça m'a vraiment fait écho dans la mesure où je pense que je luttais contre cette partie de moi parce que je me suis sentie, je pense, privée. Est-ce que on pourrait dire qu'au fond vous vous sentiez coupable de pas être né garçon? Ah, totalement. Vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose qui est... Totalement. Et après l'arrivée du garçon, vous a désapproprié de la pseudo-identité que vous vous étiez construite.
m'avait construite, parce que finalement, je pense pas m'être moi positionnée en tant que garçon. Je pense qu'on m'a désignée en tant que oui, bien sûr, mais en tant qu'enfant, on n'est pas responsable. Voilà. Oui, on n'est pas responsable en tant qu'enfant de ce qu'on nous fait porter, Garance. Et voilà, donc c'est vrai que j'étais prise dans cet étau et les douleurs, effectivement, de l'endométriose, parce que moi, ça a été diagnostiqué trop tard. C'est bien pour ça que c'est allé jusqu'à l'hystérectomie, mais parce qu'il y avait il y avait une migration des cellules jusqu'où? Alors j'en ai eu au niveau des intestins, la vessie. J'ai commencé. En fait, on a pensé l'hystérectomie au moment où ça commençait à atteindre les poumons. Ah oui, bah oui, bien sûr, diaphragme et poumon, oui. Voilà. Oui, c'est ça qui est extrêmement aussi marquant et puissant dans ce qui est l'endométriose, et donc à la fois dans sa réalité biologique, dans la douleur que ça génère et que ça induit, parce que ça génère des situations et des états de crampes. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'utérus est une structure particulière dans le corps qui a pour manifestation particulière de se contracter, de se détendre régulièrement. Mais sauf que lorsque ça commence à dysfonctionner, ces contractions deviennent extrêmement fortes, deviennent brutales et violentes, générant donc de la douleur, viennent s'associer avec des structures musculaires porteuses du corps qui s'appellent les psoas et les iliaques, et vient avoir une incidence sur tout ce qui est à la fois le postural de la personne. D'ailleurs, la position antalgique la plus favorable qui est choisie par les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est de se remettre en position fétale, c'est-à-dire de rentrer dans une régression posturale qui les sort de cette problématique qui est celle qui est soulignée par l'endométriose. Et que lorsqu'il y a une migration comme ça des cellules de l'utérus vers des zones corporelles où il n'a pas à être, montrant qu'il y a une confusion de territoire dont on pourra reparler par rapport aux symboliques qui sont associés, effectivement, on en arrive malheureusement à des situations extrêmes comme la vôtre, c'est-à-dire celle où à un moment donné, il y a un cap qui a été passé et la seule solution qui reste, c'est la désappropriation de cette partie du corps. Mais c'est pour ça que j'ai employé le terme tout à l'heure, parce qu'à travers la désappropriation de cette partie du corps, venait se signer la désappropriation de l'identité que vous aviez cru pouvoir endosser, alors que ça n'était pas la vôtre. Tout à fait, oui. Voilà. En tout cas, Garance, vous aviez à peu près fait la bonne analyse de ce qui vous est arrivé et du pourquoi et du comment. Hein. Oui, et puis alors, si je peux juste rajouter, c'est que après l'hystérectomie, pas de suite après, mais dans les... il me semble que c'est peut-être dans les 6 mois qui ont suivi, je saurais plus dire exactement. J'ai fait un rêve où je voyais un bébé, une petite fille, et où je lui disais « Oh là là, mais ça fait tellement longtemps que je t'avais pas vu ». Et je prenais cet enfant avec qui me souriait, qui est un magnifique bébé. Et voilà, et je me suis souvenir qui est très fort de dire à ce bébé « Oh là là, mais ça faisait tellement longtemps que je t'avais pas vu ». Et à ce moment-là, effectivement, j'ai eu la sensation symbolique que j'avais renoué avec quelque chose. De vous retrouver, oui. C'était qui le bébé ? Ah non, mais je sais très bien que c'est moi, bébé, qui a été accueilli par mon moi adulte. Mais pour autant, vous voyez, il aura fallu que j'en passe par cette perte qui est très... Sincèrement, c'est loin d'être aisé pour une femme. Quand on vous dit qu'il va falloir le retirer, votre utérus, c'est pas si aisé que ça. C'est pas que c'est pas aisé, c'est violent. C'est très c'est très symboliquement fort, de toute façon, Garance. Merci en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. On va continuer bien sûr au 0826 300 300. On va donner la parole à Sophie dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et je rappelle que vous êtes l'auteur de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » qui vient de ressortir en version augmentée aux éditions Albin Michel. On évoque tout particulièrement aujourd'hui les femmes avec ce qui fait qu'elles sont femmes, mais c'est pas toujours, le prix parfois est lourd à payer. Sophie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Michel, merci de prendre mon témoignage. Je vous en prie. Donc vous avez des problèmes d'infection bactérienne depuis que vous êtes ménopausée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, infection vaginale à répétition, dont j'ai du mal à venir à bout.
c'est un peu plus marqué avec la ménopause, mais c'est quand même quelque chose que j'ai plus ou moins toujours, qui m'a toujours concernée. Voilà, donc après j'ai une histoire un peu particulière avec une éducation assez un carcan maternel très très protecteur, très étouffant, une sexualité taboue, voilà, une IVG à 18 ans très 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 mal vécue, enfin très mal vécue et par moi et surtout par ma mère. Qui m'a envoyé, où j'ai pas vraiment eu de choix de ce qui m'arrivait à ce moment-là, parce que j'étais encore très très protégée et je suivais au doigt et à l'œil ce que ma maman me demandait. Et voilà. Alors, est-ce que tout ça a un lien Elle vous imposait beaucoup de règles? Oui, beaucoup de règles, et notamment au niveau de la sexualité. C'était. C'est souvent là qu'il se passe des règles. Ben oui, mais est-ce que vous avez souvenir du moment où vous vous êtes opposé justement à votre mère ou pas? À partir du moment où effectivement j'ai eu cette grossesse. Là c'est elle encore une fois qui a pris la décision de ce qui. Oui, mais donc là vous avez subi son autorité et son emprise, oui. Mais c'était pas ma question justement. En fait, c'est venu j'ai plutôt juste après où là j'ai été un peu en rébellion. Je sortais donc avec un garçon qui est toujours d'ailleurs mon mari depuis tout ce temps et qui ne lui plaisait pas, et j'ai quand même continué cette relation et j'ai quitté d'ailleurs, je suis partie en Angleterre une année. Voilà, là j'ai. Oui, mais vous voyez, Sophie, c'est intéressant parce que vous ne répondez toujours pas à ma question. Vous voyez, vous ne vous êtes pas opposé. Vous avez choisi un mari qui visiblement est bon, hein, puisque vous êtes toujours avec lui. J'espère, hein, en tout cas, que vous restez avec lui parce qu'il est bien. Mais vous êtes pas opposé à elle, en fait. Mais je me suis pas opposée à elle, non. Non, jamais. Et donc, quelque part, en ayant une sexualité libérée, libre, c'est compliqué pour vous parce que ça nuit au lien de loyauté que vous avez vis-à-vis d'elle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel Odoul, mais enfin, ça semble assez clair. Oui, mais c'est-à-dire que si vous voulez, dans tout ce qui touche à l'utérus et aux zones du système génital féminin, il y a bien entendu une empreinte extrêmement puissante de ce qu'est la mère et l'image de la mère. Vous la définissez vous-même comme étant omniprésente, voire presque intrusive, même pas presque intrusive puisqu'elle décide d'un certain nombre de choses majeures pour vous, et notamment de la question de la vie ou non qui peut germer en vous. C'est quelque chose qui n'est absolument pas neutre. Et cette culpabilisation permanente qui a eu lieu, eh bien, est celle qui est à la base du fait que, manifestement, votre vie libérée et sexuelle a en permanence, semble-t-il, été perturbée par une fragilité, une latence d'état infectieux potentiel qui rendait la sexualité un petit peu plus difficile, compliquée ou culpabilisante. Et aujourd'hui que vous êtes ménopausée, que vous avez donc quitté le stade de la vie où on peut encore être mère et où vous laissez de côté ce schéma de la mère, où vous pouvez donc rentrer dans cette phase de vie qui est une phase où vous pourriez vivre librement votre sexualité. En Extrême-Orient, la ménopause s'appelle le deuxième printemps. Ça veut donc dire tout ce que ça veut dire par rapport à ce que c'est la libération de la femme et de la sexualité. Sauf que dans nos contrées, ça n'est pas vécu de cette façon-là. Et que la perte de ce statut-là, eh bien, voit se réveiller chez vous la faiblesse par rapport à cet agresseur bactériologique auquel le terrain interne s'ouvre avec plus de facilité parce que ça vous rend la sexualité, l'amour, la liberté d'être femme telle que vous avez envie de l'être, sans justement les contraintes et les règles qui pouvaient exister avant, ça vous le rend malgré tout difficile et pas totalement épanoui. Ouais, complètement. Et c'est ça qui me questionne. Je me dis, mais là, ça devrait être beaucoup plus libre, justement. Mais qui peut vous donner le droit de cette liberté ? Oui, qui ? Sophie ? Faut pas chercher très loin, hein. Bah oui. Et bien voilà.
Bien sûr. Je pense que ça serait intéressant quand même, Sophie, d'aller faire un tout petit travail sur ce que vous avez vécu lorsque votre mère vous impose une IVG. Une IVG, c'est jamais anodin. C'est très douloureux. C'est quand même. Surtout pour moi, le mot, il est complètement une interruption volontaire, et du coup là, à chaque fois, je me dis, non, c'est volontaire. C'est pas ma volonté. Et ça a été l'interruption volontaire de quelqu'un d'autre. Et c'est quand même, c'est quand même assez grave qu'elle n'ait pas eu un minimum la possibilité de vous écouter. Hein. Ouais, non, mais je continue un travail que j'ai entamé depuis de nombreuses années, donc tout ça est quand même évolue, mais ça reste, cette IVG, elle reste quand même empreinte en moi. J'ai bien compris, puisque c'est la première chose que vous nous avez dit. Hein, donc, Vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous aider en faisant un travail symbolique. Vous allez prendre une feuille de papier et vous allez écrire à ce fœtus qui vous a quitté, quelles que soient les circonstances. Oui. Et vous allez lui écrire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous ressentez, la manière avec laquelle vous allez essayer de pacifier cette mémoire. Ça, c'est la première chose. Et quand vous avez écrit cette lettre, que vous relisez, que vous signez, vous allez la brûler. Vous allez faire une espèce de travail symbolique qui avait essayé de vous alléger un petit peu le poids de cette mémoire toxique qui est encore présente. Et la deuxième des choses, c'est que vous allez vous appuyer sur le meilleur des alliés que vous pouvez avoir, qui est votre mari. Ouais. Et refaites ensemble un travail de reconquête du féminin, de la liberté de ce féminin et de la joie qui conduit à la jouissance de ce féminin. Oui, complètement. Oui. C'est vrai que il peut être complètement intégré dans cette. Mais il attend que ça. Oui, je pense qu'il y a ça. Et puis peut-être parallèlement, elle est toujours en vie, votre maman ? Oui. Essayez de comprendre de par la famille, de par tout ce que vous connaissez d'elle, etc. Son propre parcours, est-ce qu'il a amené... Oui, ça, je l'ai fait, ce cheminement-là, et je comprends aujourd'hui. Alors, c'est parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui n'est pas clair chez vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu lui pardonner de manière consciente, réellement, et il y a une sorte comme ça d'inconscient en vous qui à la fois est un petit peu en colère contre elle, mais vous n'en êtes pas vraiment consciente. Donc il y a une sorte il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Je pense que c'est important. Vous voyez, c'est ambivalent. J'ai envie de lui pardonner parce que je comprends, mais au fond, il y a quand même une petite part qui n'est pas... mais là aussi, vous pouvez vous aider en faisant un travail symbolique. Hein. Franchement, si vous pensez qu'il y a quelques résidus sur le cœur, vous allez prendre là aussi une autre feuille de papier et vous allez tout balancer sur cette feuille de papier. Et allez-y sans aucune censure, d'aucun ordre. Et puis une fois que c'est fait, là aussi vous brûlez ce papier. Mais mettez en mots, faites sortir, exprimez, conscientalisez. Ça va commencer déjà à alléger peut-être le poids de ce qui est encore porté. Hein. Oui, parce que je veux dire, quand on est en paix avec quelqu'un qu'on aime, et on aime sa mère forcément, et on est en paix parce qu'on a réussi à comprendre la haine et la colère qu'on peut avoir, et en même temps on a compris, on a réussi à pardonner. À ce moment-là, il n'y a plus de problème. Mais sinon, on est en effet dans ce que vous avez dit très justement, on est dans cette ambivalence et on la traîne et on peut pas s'en sortir. Oui, c'est ça. On la traîne un peu comme il y a un petit boulet là, toujours au pied, qui ressurgit. Un gros boulet, je crois. Oui. Ouais. Je minimise tout. Allez, au travail, Sophie. Au travail. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous. Christophe est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Et on ne va pas vous demander si vous avez des règles douloureuses, Christophe. Hein. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, donc tout va bien. Première question. On va revenir sur le sujet un petit peu d'hier. Est-ce que vous séduisez différemment depuis MeToo ou pas? Séduire, en fait, séduire parce que moi, en fait, je cherche pas à séduire parce que je suis en couple depuis très longtemps. Mais après, je réponds au sourire, mais après. Vous souriez plus aux femmes, c'est fini, hein. Terminé. Voilà. Terminé. Hein. C'est interdit. Vous ne regardez plus les femmes, en fait. Hein. Vous savez, on mettait des œillères aux chevaux. Non, je regarde. Ça serait mentir. D'accord. Voilà, mais c'est vrai que j'arrive à comprendre les gens qui prennent des pincettes.
Bon, d'accord. Deuxième question. Est-ce que vous avez déjà été tenté de donner une fessée à votre partenaire, ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites, ou est-ce que c'est pas du tout votre truc? Oui. 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 Mais vous l'avez déjà fait? Ça a été fait? Ça a été fait, oui. Et apprécié? Ça dépend des moments, mais souvent, oui, apprécié. Ouais. Il y a D'accord. des moments où il vaut mieux éviter, mais des fois, dans l'action, on est lancé et voilà. Non, mais si elle aime ça, il n'y a pas de problème. Sinon, en effet, c'est quand même quelque chose qui est à faire entre personnes consentantes, évidemment. Mais ok, bon, très bien. Et dernière question, quel est le mot que vous préférez utiliser lorsque vous êtes dans des ébats sexuels? Alors là, je suis une vraie carpe, moi, en fait. Ah, vous parlez pas du tout? Ouais, on me le reproche, mais bon. C'est marrant parce que en général, les hommes sont plutôt bavards, mais comme quoi, hein. Mais c'est votre droit d'être une carpe. Ouais. Mais, voilà. Mais si elle vous le reproche, oui, elle aimerait que vous qu'est-ce qu'elle aimerait que vous lui disiez? Non, à part, je sais pas, je t'aime, ou des trucs comme ça sort facilement, on va dire. Mais d'autres trucs, non, ça sortirait pas. D'accord, vous dites des mots d'amour. Voilà. Bon, bah non, vous n'êtes pas une vraie carpe alors. Voilà, oui, ouais. Vous avez réussi à trouver. Mais moi, je posais pas une question forcément vicieuse. Hein, si vous m'aviez répondu « je t'aime », je l'aurais entendu, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, allez, vous pouvez poser une question. Michel Odoul vous écoute, allez-y. Michel Odoul, j'ai feuilleté un peu votre bouquin, votre livre, et j'avoue que il n'est pas facile à intégrer pour moi, en fait. Il y a des termes entre le yin, le yang, c'est pas facile. Quand on est novice dans ce genre de... Est-ce que vous avez un moyen pour mieux comprendre facilement votre livre? Oui, écoutez, c'est très simple. À l'intérieur de ce livre, il y a plusieurs structures et plusieurs parties. La partie sur le yin et le yang est la partie qui sert à comprendre le pourquoi on constitue certains liens, notamment les liens de latéralité dans le corps, qui permettent de comprendre que le côté yin, c'est le côté droit du corps, que le côté yang, c'est le côté gauche du corps, et que par extension, avec les symboliques qui sont associables au yin et au yang tels qu'on les connaît dans la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, le côté droit du corps vient donc et devient quelque chose qui est porteur d'une symbolique maternelle et féminine, et le côté gauche devient porteur d'une symbolique paternelle ou masculine. Et que l'idée au-delà de cela n'est pas de complexifier le propos, c'est juste d'essayer de dire que voilà, on peut concevoir que nous soyons dans un univers qui soit constitué autour de deux pôles, qui sont le haut, le bas, la droite, la gauche, le masculin, le féminin, la nuit, le jour, etc., etc. Et par extension, catégorisable dans des séries comme le yin, qui va parler de tout un tas de dimensions, et le yang, qui va parler d'une autre. On est là dans des concepts qui sont des concepts de l'Orient, hein. Oui, d'accord. Vous pouvez tout à fait vous passer de ces pages-là. L'intérêt de ces pages-là, c'est que lorsque l'on utilise après la symbolique qui va jusqu'au bout, on comprend mieux et différemment les notions de conscient et de non-conscient. Et combien, quand on en arrive au sens qui peut être associé au mot du corps, eh bien, on comprend combien, lorsqu'il y a une attitude accidentogène ou une pathologie qui se déclare, on n'est pas dans un processus volontaire et conscient, mais que c'est notre non-conscient qui interagit avec des champs subtils et profonds qui s'appellent le neurovégétatif et l'endocrinien, qui conduisent à la souffrance et à la pathologie. Et que là, on vient complètement comprendre cette dimension-là à travers les notions de yin et yang, le yin étant le dense et le manifesté, le yang étant le subtil. C'était ça la présence et l'intérêt de ces notions de yin et de yang. Hein? Merci. Voilà. Ouais. C'est bon, Christophe, c'est plus clair? Oui, mais pour moi, c'est un peu plus clair, on va dire. D'accord, vous allez relire tranquillement, et puis tout doucement, ça fera son chemin. D'accord. Merci Christophe, merci beaucoup. Merci, au revoir. On fait une petite pause et on continue bien sûr avec vous au 0826 300 300. Si vous avez envie de poser des questions sur une endométriose, sur des règles douloureuses, sur une partie de votre anatomie féminine, n'hésitez pas à nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Leclerc, bonjour. Bonjour. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et justement, on va dire aux femmes pourquoi parfois elles ont des règles douloureuses, de l'endométriose. Enfin, on va dire pourquoi. Non, c'est pas non plus une science exacte. Hein. Michel Odoul, vous le répétez suffisamment. Hein. En fait, c'est juste que chacun doit trouver du sens. Et puis, vous pouvez éventuellement aider les gens à trouver le sens. Oui, c'est ça. Proposer des pistes de réflexion. Exactement. Et voilà. C'est pas aussi simple que ça se saurait. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Ça fait toujours plaisir de vous entendre et de vous écouter parce que vous êtes tellement gratifiant. Enfin bon, voilà, tout va mieux quand vous êtes là. Voilà. Bon. Merci. Alors je me permets de m'interroger sur justement l'endométriose après la ménopause. Alors je suis ménopausée depuis plus de 10 ans quand même, j'ai 53 ans. Voilà. Donc précoce, oui. Oui, j'ai eu 3 enfants, hein, voilà. Et dernièrement, j'ai fait un frottis vaginal hein, pour faire un point, pour voir si tout se passait bien. Et gynéco me dit que j'ai un peu l'utérus dévié sur la gauche. Alors, j'ai pas de... Mais est-ce que c'est grave ou pas? Parce que ça n'a peut-être pas d'importance. Enfin, j'en sais rien. Hein, Peut-être, effectivement. Peut-être, Brigitte, effectivement. Alors, bon, je me suis documentée un petit peu sur les symptômes, justement, de l'endométriose. Bon, moi, j'ai quand même une fatigue un peu chronique depuis quand même un petit moment. Alors, ça peut faire partie aussi des symptômes. Hein. Après, j'ai pas de problème pour uriner. J'ai eu quelques douleurs au ventre il n'y a pas très longtemps. Mais comme je vous avais eu sur un autre sujet, j'ai consulté un praticien shiatsu pour libérer un petit peu le côlon et puis tout ça. Donc, ça va mieux. Mais quand même... ça m'interroge parce que je suis sans traitement hein, pour la ménopause. Non mais Valérie, j'entends beaucoup de peur chez vous. Est-ce que vous pourriez dire de qu'est-ce qui vous fait peur au fond là vous avez un âge où on se pose quand même beaucoup de questions en tant que femme. Hein, après 50 ans, il y a une seconde vie, si je puis dire, qui s'ouvre et ça peut être très perturbant pour certaines femmes. Oui. Alors effectivement, hein, Brigitte, hein, il y a derrière tout ça, oui, effectivement, il y a de la peur. Hein. Alors, elle est vraiment présente en moi depuis quand même pas mal de temps, chose que je n'avais pas auparavant. Hein. Et j'ai tendance à m'alerter quand même pour un oui, pour un non. Mais vous nous parlez d'endométriose. Qui a fait ce diagnostic? Alors, il n'y en a pas, Michel, il n'y en a pas. Ah, d'accord. Il n'y en a pas du tout. D'accord. Il n'y en a pas du tout. J'ai une ménopause précoce qui a été traitée... Post-traumatique ou pas? Eh ben, je ne sais pas, figurez-vous. C'est un deuil, une séparation? Alors, non, c'était pas tout ça, mais c'était une annonce d'une maladie pour ma fille en fait. Et puis vous voyez, vous mettez encore le point juste. Hein, c'est ce que je pensais depuis des années. Et puis voilà, vous le révélez en 2 minutes. Oui. Mais oui, c'est ça. Alors oui. j'ai ma fille qui est tombée diabétique dépendante insulinaire à l'âge de 14 ans. Très vite, j'ai eu ces bouffées de chaleur-là où je ne comprenais pas parce que j'étais très jeune. Et je suis allée voir mon médecin en lui parlant d'une ménopause, alors que j'avais pas de bilan, j'avais pas d'examen, j'avais rien du tout qui pouvait faire ressortir ce diagnostic. Mais moi, au fond de moi, je le sentais. Il me dit non, c'est pas possible à votre âge. Et finalement, j'ai pris un petit palliatif pour limiter les bouffées de chaleur. Ça suffisait pas. Il m'a fait patienter pendant 1 an et au bout d'1 an, on a fait C'est votre troisième fille qui a eu ce diabète-là? C'est mon premier enfant. C'est mon premier la première. Enfant, oui. La première, oui. Oui, mais là, vous voyez bien combien le système hormonal féminin est porteur de cette symbolique profonde qui est la mère, la position de la mère et l'image de la mère, et combien celle-ci peut être impactée
Et notamment quand il y a une souffrance qui touche l'enfant. Oui. Et que voilà, cette ménopause, c'est-à-dire cet interdit à redevenir mère, parce que quand on a un enfant, on peut avoir une génération de souffrance qui est quelque chose qui est particulièrement difficile. Qu'y a-t-il de plus compliqué pour une mère que d'avoir un enfant qui a une pathologie grave ? Et il est bien évident que l'impact, il a été profond, il a été violent, et que c'est lui qui est à la base de cette ménopause précoce. Donc de cette transformation de la zone corporelle capable de porter un nouvel enfant ou de vous obliger, de vous contraindre à une autre vie de femme. Oui, et là-dessus, oui, bien sûr que vous ayez des manifestations comme de la fatigue, comme un certain nombre de choses comme ça, mais c'est pour ça que je reposais la question sur l'endométriose, parce que c'est effectivement pas le cas, mais sur ces troubles que la ménopause peuvent générer, et qui peuvent être ceux que vous avez eus au début, qui étaient ces bouffées de chaleur, ou un certain nombre de manifestations qui peuvent être aussi au niveau de la peau, qui peuvent être extrêmement inconfortables et gênantes. Pour la vie personnelle, pour le ressenti corporel et pour la vie sociale. Parce que parfois, certaines bouffées de chaleur peuvent être complètement invalidantes. Et donc, vous avez effectivement intégré au plus profond de vous la blessure d'être mère, et d'être mère dont l'enfant, à un moment donné, ne va pas bien, est malade, et lui-même dans une souffrance qui, si elle n'est pas sensoriellement physique, est une souffrance qui est une souffrance profonde. Parce que qu'y a-t-il de plus contraignant qu'une pathologie qui est de type qu'on appelle insulinodépendante, c'est-à-dire qui elle aussi vous impose des règles. D'ailleurs, en médecine traditionnelle chinoise, ce sont les mêmes énergies qui sont celles qui gèrent à la fois le système hormonal et qui gèrent le système associé à la bonne répartition des sucres dans le corps. Et il y a donc là une similitude qui est une similitude profonde. Vous avez été frappé, vous, dans le système qui en vous porte les règles, parce que votre fille a été confrontée à une pathologie elle-même qui lui impose des règles qui sont des contraintes qu'on peut considérer comme injustes, brutales, violentes, incompréhensibles, etc. etc. Et 14 ans, ce n'est pas n'importe quel âge, parce qu'elle a vécu, elle, quelque chose sans doute qui a été... Parce que les diabètes qui arrivent chez les enfants est souvent consécutif à un choc. Oui. Voilà ce qu'on peut vous dire, Valérie, et essayez d'en faire quelque chose pour vous libérer un peu de ce poids que vous vous êtes mis sur vous-même. Donc la seule chose dont votre fille a besoin vis-à-vis de vous, c'est que vous soyez en forme. Évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, Valérie. Merci à vous. On continue après les infos, à vous donner la parole au 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez envie d'échanger avec Michel Odoul, petite devinette du jour. Pourquoi peut-on comparer la femme à la soupe, Michel Odoul? Je vous laisse le temps des infos pour essayer de nous trouver une réponse. Et puis, je vous invite à nous appeler, évidemment, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mais où peut-on trouver un lot de poils et... 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, nous continuons à mieux comprendre les douleurs féminines avec vous, bien sûr, qui nous appelez au 0826 300 300. Ce qui n'empêche pas, s'il y a des hommes qui veulent appeler, évidemment, on leur donnera également la parole. Il n'y a aucun problème, évidemment. Alors, avant de donner la parole à Laetitia, la petite réponse, pourquoi on peut comparer les femmes à de la soupe, Michel Odoul? Écoutez, Brigitte, là, je suis totalement sec aussi. Je vois pas du tout. Je crains le pire, mais... Non, pas du tout. Il faut juste ne pas les laisser refroidir. Manger une soupe froide, c'est très désagréable. Et être avec une femme qui se refroidit, c'est très désagréable. Vous êtes d'accord? Oui, on va dire c'est pas très consensuel comme manière, mais oui. C'est tout, il ne faut pas laisser refroidir ni la soupe ni la femme. Oui. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Allez-y donc, on vous écoute. Des règles douloureuses, c'est ça? Voilà, oui. Moi j'ai eu mes règles très jeunes. Enfin, je trouve que c'était très jeune. Je les ai eues à 10 ans. Et par la suite, voilà, les premières années de mes règles, c'était difficile à vivre. Et puis, elles étaient assez douloureuses déjà enfant. Plus j'ai progressé dans l'adolescence et devenir jeune femme, c'était pareil.
Ça s'est aggravé avec le temps, mais quand je voyais des médecins, voilà, c'est vrai qu'ils disaient bon bah oui, certaines femmes ont des règles douloureuses et c'est ainsi, vous en faites partie. L'endométriose n'a été diagnostiquée que relativement tard pour moi. Je l'ai découvert avec mon gynécologue qui est formidable d'ailleurs et à qui j'ai parlé de mes douleurs et il m'a proposé une opération. Et c'est au cours de l'opération qu'il a validé que j'avais de l'endomètre qui s'était déposé un petit peu partout avec toutes ces années, parce que pas le bon traitement. Donc voilà, j'ai accusé un petit peu le coup de la nouvelle, mais aujourd'hui, j'apprends à vivre avec. C'est-à-dire, vous avez encore des douleurs ? Honnêtement, ça va mieux. Alors, j'ai eu 2 opérations. Il m'a opéré une première fois en fin 2017, la deuxième fois en 2018, parce que j'avais encore des douleurs. C'était abominable. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est très compliqué de se lever le matin quand on sait qu'on va avoir nos règles, on sait qu'elles sont là, on connaît notre cycle par cœur. Aujourd'hui, j'ai un traitement, donc ça va beaucoup mieux. Je souffre quasiment plus, en fait. Mais vous avez encore votre utérus ? Oui, j'ai toujours mon utérus, tout à fait. Qu'est-ce qu'on vous a fait comme opération ? On a enlevé des adhérences ? On a fait quoi ? Oui, voilà, tout à fait. Il a retiré énormément d'adhérences partout où il a pu. Je me suis plutôt très très bien remise. Mais ça, c'est une bonne chose. Hein. Et j'ai eu et c'est vrai qu'après ces 2 opérations, d'ailleurs, je souffrais beaucoup moins. Oui. Depuis les opérations, les douleurs avaient quasiment disparu. À ma demande, j'ai subi une 3e opération en 2020. Bon, c'était pas complètement lié, mais c'est parce que j'avais un très gros fibrome qui était collé à l'utérus qui me posait problème pour tout, hein, pour faire un peu de sport, pour bouger dans ma sexualité. Oui, le fibrome est lui-même porteur d'une symbolique et d'une symbolique forte. Il faut savoir déjà une première chose sur le plan biomécanique. Sur le plan biomécanique, une grande partie des douleurs liées à l'endométriose, ce sont des douleurs qui sont liées à une présence excessive d'une hormone qui s'appelle la prostaglandine et qui est une hormone qui a des conséquences extrêmement fortes au niveau des contractures et des contractions musculaires qui se passent au niveau utérin, mais aussi au niveau diaphragme, au niveau des psoas, qui sont les muscles de la tenue du dos, et au niveau des iliaques, qui sont les muscles de la tenue du bassin et qui portent la matrice utérine. Et alors que ces contractions sont des contractions normalement naturelles, quand elles deviennent excessives, peuvent être extrêmement violentes. On peut comparer, si vous voulez, cette douleur de ces moments des contractions de la structure utérine dans les crises d'endométriose à ce qui se passe exactement au niveau d'une crise d'angor ou d'un infarctus du myocarde. C'est-à-dire que la contraction est extrêmement violente et puissante. C'est une douleur qui est absolument incroyable et qui peut aller jusqu'à de la déchirure musculaire. D'ailleurs, on sait combien ça existe au niveau cardiaque, on le sait. On sait maintenant, avec les études qui ont été faites sur les syndromes du cœur brisé, qu'on appelle le Takotsubo, combien une tension émotionnelle violente et intense peut aller jusqu'à déchirer des fibres du muscle cardiaque. Eh bien, il faut savoir que des contractions et des tensions émotionnelles, notamment dans la conscience qu'on a de soi en tant que femme, peuvent avoir des conséquences sur des contractures équivalentes au niveau du muscle utérin ou des muscles environnants. Et que c'était ça la grande partie de douleur. Vous avez eu la chance d'avoir un médecin qui a été un médecin suffisamment précis et clair pour ne pas immédiatement résoudre la chose en vous faisant une hystérectomie totale, mais en enlevant les adhérences, qui a permis de limiter les choses et vous donne aujourd'hui cette possibilité, qui est encore une possibilité qui est là, de re-rentrer dans ce schéma de la femme et de la mère, qui est manifestement quelque chose qui est puissant chez vous, parce que c'est ça qu'on retrouve aussi derrière les fibromes utérins. Et on voit donc que chez vous, il y a une envie sans doute extrêmement puissante et profonde d'investir, si j'ose dire, et de remplir ce rôle et ce pan de vous-même qui est le pan maternel et maternant, et que, parce que ça n'a pas été suffisamment explicité, c'est exactement compréhensible à travers les règles très jeunes, que, quelles qu'en soient les raisons, une mère n'a peut-être pas eu le temps d'expliquer à sa petite fille qui découvre brutalement qu'il y a à l'intérieur d'elle-même des phénomènes qui sont troublants, qu'elle ne comprend pas, qui peuvent être blessants ou qui peuvent être douloureux, et qui intoxiquent et qui intoxinent complètement la conscience de femme qu'on peut avoir, et que vous êtes en train de vous réapproprier ça, je crois.
Ça a été compliqué parce que moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais pas du tout pressée à avoir d'enfants. Je savais pas que j'avais une endométriose. Je savais pas que ça compromettait pour mon avenir le devenir de maman. Et en fait, l'endométriose, c'est vraiment étrange parce qu'elle a été... ma mère était malade. Elle est décédée en août de 2017. Et j'ai eu le diagnostic de l'endométriose en décembre, il me semble, pour l'opération. Donc je le savais pas. Et ça s'est un petit peu accru. Enfin, pour moi, les symptômes émotionnels, physiques, ça allait mieux, mais émotionnels beaucoup plus. Il a fallu accepter tout ça. Et puis c'est vrai que à partir de là, c'est posé un peu l'urgence, la question de l'urgence de devenir maman. Bon, c'est toujours pas le cas aujourd'hui, mais d'où le fibrome. Peut-être. Oui, en tout cas, on voit bien que dans tout ce que vous nous racontez, ça donne du sens. Hein. Si vous aviez 2 mots à dire à votre mère, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Honnêtement, moi j'ai une maman qui manque énormément à ma vie. Alors là, on est déjà à 15 mots. Là. On est déjà à 25 mots là. 2 mots. Je lui dirais amour et merci. Très bien. Eh bien, vous prenez ces 2 termes et vous allez vous les dire à vous-même. D'accord. Oui. Ouais, c'est plus compliqué quand c'est pour moi déjà, c'est vrai. Non, mais parce que certainement qu'il y a une part de vous qui reste encore la petite fille de sa mère. Eh oui. C'est ça la problématique. Et c'est la problématique des femmes qui ont eu une très bonne mère, justement. Ouais. Et c'est difficile de quitter ce rôle de petite fille quand on a été si bien protégée, aimée par sa mère. Ouais, c'est vrai, ce que vous dites, ouais. Ben oui. Mais je me considère pour autant pas pour une petite fille, comme une petite fille, pardon. J'ai jamais dit que j'ai quand même 38 ans. J'espère bien. Mais c'est vrai que j'espère bien, mais... souvent les gens qui échangent avec moi ont parfois ce ressenti. Ils disent tu es extrêmement douce, tu es extrêmement... Et quand on entend votre voix... On peut faire le lien avec une enfant, alors que pas du tout. Quand on entend votre voix, on n'entend pas la voix d'une vieille de 30 ans. Oui. D'une très vieille. Bon. Hein. Non, mais je crois que c'est chouette. Hein. Vous avez la chance d'avoir eu cette maman merveilleuse. Elle est en vous et elle vous protégera jusqu'à la fin. Mais elle est en vous maintenant. Elle n'est plus au-dessus de vous. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est toute la différence. Oui. Merci. C'est vrai que je pense que ma mère, elle aussi, qui avait eu des soucis qui était aménorrhée pendant toute sa vie, on lui avait toujours dit tu n'auras pas d'enfant. Elle nous a eu de manière très rapprochée. Nous sommes 3 enfants, je suis l'aînée. Avant moi, elle avait dû prendre la décision très difficile pour elle de ne pas garder un premier enfant, une première grossesse. Le timing n'était pas bon dans ma vie de couple. Et je sais qu'elle en a souffert. Bon, après, elle a fait du mieux qu'elle a pu avec nous. Et honnêtement, à part lui dire merci, je n'ai rien d'autre à lui reprocher. Mais qui parlait de reproches ? Non, il n'y a pas de reproche, il y a juste... Oui, tout à fait, tout à fait, vous avez raison. Il y a juste de grandir, tout simplement. Si vous pacifiez totalement l'image de la mère, en l'accueillant et en comprenant combien cet amour, il peut être nourrissant à condition qu'il ne soit pas invasif et intrusif, vous allez avoir la capacité à construire quelque chose qui va dépasser le stade de la petite fille de 10 ans qui a vu émerger le potentiel de la mère, pour réellement l'incarner. Vous n'aurez plus besoin de fibrome pour traduire ça de façon dérivée, décalée. Eh oui. Merci beaucoup en tout cas Laetitia, merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons avec Michel Odoul à comprendre comment on devient femme en quelque sorte. Je rappelle également qu'on peut vous retrouver dans ce livre qui vient de ressortir en version augmentée, 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions bien sûr Albin Michel, bien que j'ai un peu l'impression que tous ceux qui nous écoutent vous ont déjà lu Michel Odoul, mais on ne sait jamais, il y a peut-être quelques retardataires qui vont... Oui, puis il y a tellement d'autres livres que j'ai écrits dans la suite ils ont matière encore à, absolument, à découvrir plein de choses. Il y a beaucoup de livres, moi je crois que je les ai tous, donc je suis d'accord, ils sont tous très très bien. Loé, bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Je voulais partager et avoir un peu peut-être des pistes de solutions et mieux comprendre surtout une problématique que je rencontre à l'arrivée de mes règles. Du coup, à chaque premier jour de règles, j'ai des symptômes assez atypiques. Donc, j'ai jamais encore entendu vraiment ailleurs. Chaque premier jour de règle, juste avant que les premiers saignements, je vais avoir une sorte de malaise où je perds pas non plus connaissance, mais je sens que j'ai la tête qui tourne, des sueurs, des tremblements, des douleurs très intenses dans le bas du ventre et le bas du dos, grand sentiment de faiblesse et qui va jusqu'à des vomissements si jamais j'ai pris un petit déjeuner juste avant. C'est souvent le matin que ça arrive. Oui, j'ai jamais vraiment pu comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ça, parce que le reste de mes règles se déroule vraiment plutôt calmement, quoi. J'ai pas de douleur. C'est vraiment juste le premier jour, juste avant l'arrivée des règles, quoi. Mmh. Le premier des conseils que je me permettrai de vous donner quand je vous entends parler, c'est respirer un petit peu, s'il vous plaît. C'est-à-dire que là, par exemple, vous venez de parler en disant je ne sais pas combien de mots, de faire de phrases, sans faire une seule respiration à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que si vous voulez, ce que vous vivez et les ressentis que vous avez dans les phases qui précèdent les cycles, ça s'appelle du neurovégétatif. Vous avez tout un système nerveux inconscient, autonome, non volontaire, qui participe à un certain nombre de fonctions biologiques profondes, qui est très en prise avec le système endocrinien, donc le système hormonal. L'arrivée du cycle est un bouleversement sur le plan hormonal, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est une des fonctions les plus puissantes du corps, puisque c'est la fonction qui prépare à la vie potentielle et à l'édification. Donc c'est vraiment un moment qui est extrêmement important, tant sur le plan biologique que sur le plan symbolique et sur le plan psycho-émotionnel. Et là, vous rentrez dans une phase où, bien sûr, tout ce qui est en train de se passer n'appartient plus au champ conscient et volontaire, donc est un petit peu quelque chose qui donne l'impression qu'on est emporté par quelque chose. Il se passe un phénomène qui nous échappe et qu'on ne maîtrise pas. D'où les ressentis de vertige, d'où les ressentis de malaise. Le vertige n'est rien d'autre que, un peu comme dans le mal des transports, le fait qu'on a l'impression de ne plus avoir les manettes ou les maîtrises des choses. On pourrait dire qu'il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise et à accueillir le phénomène et ne pas l'anticiper ou ne pas le craindre. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais petit à petit, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend. À travers déjà le fait que, comme vous l'avez dit, vous savez pertinemment et vous ressentez pertinemment quand les choses vont arriver, quand votre cycle est en train de se préparer, au lieu d'essayer d'analyser ce qui se passe ou d'avoir peur qu'il y ait des vertiges ou des malaises, accueillez-le dans ce qu'il est, dans ce qu'il vient. Et pour l'accueillir dans ce qu'il est, dans ce qu'il vient, il faut à la fois accepter de le nommer comme en tant que tel. Donc il faut que dans votre conscient et consciemment, vous dites bon ça y est, tiens là je sais, je sens que je vais avoir mon cycle, etc. Même éventuellement que vous fassiez un travail de base de le marquer sur une feuille de papier ou un petit cahier intime, un journal intime, et que au moment où vous commencez à sentir ces premiers signes que quelque chose est en train d'arriver, vous alliez utiliser l'outil qui est celui qui va vous permettre le mieux de gérer les phénomènes neurovégétatifs qui s'appelle la respiration. Et que dès que vous avez un espèce de petit malaise ou mal-être qui arrive, eh bien arrêtez-vous, asseyez-vous simplement, bien à plat, dans votre bassin, les pieds bien à plat sur le sol, et vous faites 5 respirations profondes, vous gonflez votre ventre, vous retenez légèrement en fin d'inspiration, puis vous expirez, vous retenez légèrement en fin d'expiration, vous faites ça 5 fois. Ça va vous prendre 1 minute 30. Et si vous répétez cet exercice petit à petit, il va devenir un véritable réflexe. Oui, et vous pouvez même ajouter en respirant « je suis » pour bien être la femme que vous êtes, avec une sorte d'accueil de ce que vous êtes. Et puis en plus, sur le symbolique du vomissement, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand on vomit, c'est quelque chose qu'on recrache, qu'on ne veut pas. Et que parfois on retrouve dans les débuts de la grossesse. Voyez. Et non pas parce que on ne veut pas ceci ou on ne veut pas cela, mais il y a une peur fondamentale de ne pas gérer l'importance des choses, d'être trop responsabilisé par ce qui est en train de se passer et de se produire. Et je pense que la deuxième des réponses qui peut vous être donnée par rapport à ça, parce que ça fonctionne véritablement bien, que ce soit pour les questions d'ailleurs de dysménorrhée en général, jusque éventuellement même aux questions d'adénomiose, d'endométriose, faites-vous accompagner par un praticien shiatsu, un praticien corporel, quelqu'un qui va être capable de travailler sur le corps, parce que, à nouveau, ça n'est pas parce qu'on met un champ psycho-émotionnel que ça veut dire qu'il ne se passe rien sur le plan physique.
Et que déjà une première réponse qui sera celle de détendre le corps sur les zones tensionnelles qui sont les siennes est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, il va y avoir, à travers ces pratiques-là, ou par exemple éventuellement l'acupuncture, le fait d'aller travailler sur les méridiens et les points d'énergie, les points d'acupuncture, qui sont ceux qui ont la charge justement du système hormonal féminin et de celui qui est concerné par les règles, tant sur le plan physiologique que sur le plan psychique. Et vous allez petit à petit vous réapproprier ce moment particulier qui semble dans un premier temps être quelque chose qui vous échappe, etc., pour en faire quelque chose qui vous appartient et dans lequel votre perception de vous en tant que femme et en tant que mère potentielle va pouvoir trouver une place qui est une place magnifique. Et on ne le dira jamais assez, le corps et l'esprit fonctionnent l'un avec l'autre et parfois il faut commencer par le corps, parfois par l'esprit. Dans votre cas, je pense qu'il faut commencer par le corps, en effet, oui, pour lui redonner une liberté. Ça vous parle tout ça, Loé ? Pas tellement, j'avoue. Enfin, il y a des choses que j'ai déjà pu élaborer, travailler, le rapport à la féminité, le rapport au corps et j'ai un suivi ostéopathique, j'ai un suivi psychologique depuis plusieurs années, donc il y a beaucoup de choses que j'ai pu avancer et que je pense pas que ce soit des problématiques tant sur des blocages du corps ou blocages psychologiques ou quoi. Enfin, je pense que c'est des questions que j'ai déjà pu élucider. Personne ne parle de blocage. Personne ne parle de blocage. On parle de contrôle et de lâcher prise. On parle de positionnement. On parle de la manière dont on se pense et dont on se conçoit. Vous savez, vous n'imaginez pas à quel point déjà dès le matin, quand on se lève et qu'on se regarde dans la salle de bain, on s'envoie un certain nombre de messages et de signaux inconscients qui définissent déjà la façon dont on va se tenir droit ou non pendant la journée qu'on va traverser. Ce sont ces moments-là qui sont des moments qui sont extrêmement importants. Par exemple, si je vous demandais très simplement, définissez-moi en 2 mots ce que ça veut dire être mère. Avoir un enfant. Oui. Oui. Et puis s'en occuper. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile, hein. Ça veut dire s'oublier en tant que femme. Pour s'approprier totalement le rôle de la mère. Donc être mère, c'est s'oublier en tant que femme ? Oui, parce qu'on doit se consacrer à son enfant. On doit complètement investir le rôle de la mère. Pardon ? C'est pas ma conception du fait d'être mère, mais d'accord. Bon, écoutez... Mais quand on vous demande et vous dites avoir un enfant, c'est s'occuper de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de l'enfant ? Le temps que vous mettez à vous occuper de l'enfant, vous ne l'avez plus pour vous. Vous êtes d'accord ? Oui, mais si on fait que s'occuper d'un enfant sans s'occuper de soi, il y a un moment on peut plus s'occuper de l'enfant non plus. Là, c'est le cortex qui est en train de répondre. Là, c'est votre cerveau qui répond, c'est pas votre cœur. Vous savez, quand on est enceinte, on est quand même... le corps s'occupe beaucoup de l'enfant. Hein. Mais tout ça, prenez le temps. Vous réécoutez peut-être en podcast ce qu'on vous a dit. On sent bien qu'il y a une résistance. Ce qui est important, c'est ne mettez pas de notion de valeur dans ce qui vient de vous être dit. Comprenez simplement que c'est une question d'occupation de l'espace intérieur par quelque chose. C'est tout à fait normal, quand on a un enfant, qu'il devienne notre préoccupation centrale. Il n'y a rien de trivial et de choquant là-dedans. Mais s'il devient notre préoccupation... Je ne suis pas mère, je ne sais pas si c'est la question... Enfin, je comprends pas forcément le rapport avec la problématique. Je ne suis pas du tout, je suis pas en âge d'être mère ni mère ou quoi que ce soit. Non, mais bien sûr, on n'a jamais dit ça, Loé. On n'a pas dit ça. On pense juste que actuellement, cette capacité qui vous est donnée d'être mère est une capacité que vous avez du mal à accepter dans votre corps. C'est pas du tout autre chose que ça qu'on a dit, hein. Et vous voyez, j'avais mal compris. Non, mais je vous en prie, mais vous avez raison de le dire. Je crois que c'est juste ça. Aujourd'hui, si vous êtes une jeune femme qui vit dans la vie de tous les jours, vous pouvez sortir le soir, aller au restaurant, aller au spectacle, sortir avec des amis, partir en vacances quand vous voulez, etc., etc. Si un enfant arrive dans votre vie, tout ça ne sera plus possible. C'est de ça dont il s'agit. C'est de rien d'autre, c'est pas de poser des notions de valeur, de bien, de mal ou de jugement. C'est uniquement l'idée de dire, oui, si je prends la responsabilité de donner la vie à un enfant, c'est normal que j'assume la responsabilité de cet enfant. Et pour assumer la responsabilité de cet enfant, il faut momentanément que je m'oublie, entre guillemets, sur le plan symbolique. Mais juste une vingtaine d'années. Mais ça, à l'intérieur de soi, ça peut générer des insécurités, des tensions, des conflits. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui ont des problèmes les premiers mois de la grossesse parce qu'elles pensent qu'elles n'y arriveront pas.
Et vous pouvez réécouter, en tout cas, Loé, tout ce qu'on a dit pour que vous puissiez bien comprendre. Il n'y a pas de jugement, évidemment. On fait une petite pause et puis on va parler en Love Conseil des 4 étapes du pardon. Intéressant. Oui. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Très franchement, c'est l'Europe qui décide, c'est la Commission européenne qui décide maintenant, ou bien c'est beaucoup plus compliqué que ça? L'Europe est devenue aujourd'hui libre-échangiste, mais elle veut faire des agriculteurs français des décorateurs de la nature. Et du coup, elle importe de l'extérieur ce qu'elle ne veut pas voir cultivé en France ou élevé en France. Sud Radio, parlons-vous. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors j'ai trouvé un Love Conseil qui va vous plaire, je crois, Michel Odoul, les 4 étapes du pardon, parce que c'est vrai que c'est pas si simple de pardonner, et il faut le rappeler, c'est normal. On n'a pas toujours. Oui, déjà de façon générale et etc. Mais dans le cadre de la vie de couple encore plus, parce qu'il y a une sensibilité émotionnelle qui est encore plus grande. Bien sûr, il peut y avoir de la colère, un sentiment de trahison, etc. Alors la première étape, il faut aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il faut éviter de ressasser, d'être tout le temps dans ce qui s'est passé, dans des questionnements, et mais pourquoi il m'a fait ça, nanana. Enfin bon, bref, vous êtes d'accord avec cette première étape, j'imagine. Oui. Deuxième étape, il faut s'abstenir de punir. Alors c'est pas facile, certes, mais il faut veiller à sa propre protection, mais il faut pas vouloir absolument punir l'autre, se venger. Il faut juste un petit peu canaliser ses émotions, mais sans agir de manière hostile. Oui, parce que être dans la vengeance, dans la rancune ou la rancœur, comme disait mon ancien maître japonais, c'est nourrir le ver qui est dans la pomme. Exactement. Donc c'est finalement remettre de l'huile sur le feu. Donc il faut éviter ça. Troisième étape, il faut un petit peu desserrer l'étreinte. Il faut essayer d'oublier un petit peu consciemment l'événement qui s'est passé, ne plus le laisser au premier plan. Oublier, c'est quand même un effort actif. C'est pas une pratique passive. Alors il faut, j'aime pas ce mot-là trop, mais c'est un petit peu de lâcher ce souvenir en essayant de se focaliser sur quelque chose de futur, si je puis dire. Et c'est une étape qui est assez difficile, mais c'est une troisième étape nécessaire. C'est l'ingrédient nécessaire au potentiel de résilience. Ça avait été développé d'une façon particulièrement intéressante par un psychologue post-contemporain de Jung, etc., qui avait été prisonnier dans les camps pendant la guerre de 40, oui. De 40, et qui a développé une thérapeutique qui s'appelle la logothérapie, qui s'appelait Viktor Frankl, et qui a dit que de toute façon, la seule façon de se sortir justement de situations comme ça, c'est de donner du sens. C'est-à-dire de comprendre que certes l'autre a fait mal, mais qu'est-ce que ça voulait dire dans sa propre vie? Et à partir du moment où on donne du sens, on se défocalise du mal que l'autre nous a fait pour en faire un ingrédient de construction. Voilà. C'est compliqué. Alors, quatrième étape, c'est celle où, en effet, on pardonne et on est le seul apte à pardonner. C'est pas la peine, c'est pas l'autre qui peut pardonner. Certes, il peut nous demander pardon, mais c'est à nous de pardonner. Et à ce moment-là, moi, j'aime bien l'idée d'un rituel qui marque le coup qu'on a réellement pardonné. C'est aussi un acte de création qui peut aider. Mais si vous n'arrivez pas à pardonner, vous ne pourrez pas accorder une seconde chance, parce que je crois qu'encore une fois, ça c'est important de le dire, on pardonne et on part dans une autre étape, si je puis dire. Sur une terre vierge, rien ne sera jamais comme avant. On n'est pas obligé de tout oublier, on a le droit de garder ce souvenir-là, mais on a pardonné, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans de la colère, de la tristesse, on n'attend plus des excuses, on n'attend plus réparation, et ça c'est les signes qu'on a réellement pardonné. Oui, c'est la signature qu'on a quitté le champ de l'économie de la relation pour aller vers la construction de quelque chose qui soit un horizon.
Voilà. Et donc on repart à nouveau sur une autre étape de sa vie. Hein. Voilà. Oui, mais c'est un vrai travail. Oui, je crois que c'est important de rappeler que c'est pas simple de pardonner, qui qu'on soit d'ailleurs. Hein, oui. C'est facile. Et surtout en intégrant profondément que pardonner, c'est pas oublier, hein, c'est juste mettre la mémoire à sa juste place. C'est ça. Parce qu'on entend parfois des grandes théories sur le pardon, etc. C'est pas si simple. En revanche, quand on arrive à pardonner, on améliore bien son estime de soi. Ça, c'est le cadeau quand même. Le premier des bénéficiaires du pardon à l'autre, le premier des bénéficiaires, c'est soi. C'est nous-mêmes. Et ça, c'est quand même. Soyons égoïstes. Hein, on se fait un beau cadeau quand on arrive à pardonner. C'est sur cette note positive que je voulais terminer ce Love Conseil. Et vous êtes d'accord, hein, je vois bien Michel Odoul. Alors Vanessa est avec nous pour tester ce stimulateur clitoris et point G de la marque Crucius. Et il est sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors je vous le montre, Michel Odoul. C'est la nouvelle version des rabbits. Alors ça ressemble plus du tout à un rabbit, c'est totalement différent. Et je ne sais pas, vous voulez le décrire, Vanessa ? Bonjour. Alors, comment le décrire Alors, je peux vous aider si vous voulez. Hein. Oui, allez-y, parce que je vois pas le rapport avec le rabbit en fait. Parce que vous avez une partie. Alors, vous avez une partie qui rentre dans le vagin, hein, et qui va vibrer avec une excroissance au niveau du point G pratiquement. Et puis vous avez une autre partie qui va se poser sur le clitoris et qui va envoyer de l'air pulsé. Voilà. Et c'est en ça que ça ressemble, enfin que c'est le même principe que le rabbit, puisque c'est à la fois vaginal et clitoridien. Voilà. Oui. Voilà. Mais c'est quoi ? C'est une sorte de V, hein, un C, peut-être un petit peu plus. En tout cas, effectivement, ça fait. Si vous voulez, oui. Ouais. Et alors, c'est vrai que il est extrêmement agréable. J'avais déjà essayé un similaire qui était beaucoup plus petit. Alors les résultats ne sont pas du tout les mêmes avec celui-là. Il a vraiment du coup une belle taille et il est extrêmement déjà lui-même il est extrêmement sensuel en fait le jouet. Il est beau, hein, oui. Et j'aime bien la couleur, ce violet un peu. Violet et or, c'est magnifique. Mais la texture en fait elle est vraiment hyper agréable. Du coup donc c'est pas froid. Bon, effectivement, je l'ai testé de plusieurs façons hein, pour expérimenter un petit peu. Il faut faire son travail, hein, Vanessa. Quand même, testeuse. Hein. Oui. Hein. Et en fait, j'avais surtout le comparatif avec le précédent, le tout petit que j'avais, qui était aussi un petit système de crochet, etc. Mais rien à voir. En fait, celui-là, il a des pulsations qui sont variables, donc on peut effectivement jouer sur la vibration, les moduler, au lieu de rester fixé sur le même rythme. En fait, on peut casser les rythmes et en changer. On n'est pas obligé de le tenir. En tout cas, il a un gros défaut. Je ne sais pas comment il s'éteint. Hein. Je sais pas, j'arrive pas. Il faut rester appuyé longtemps. Oui, je sais, c'est ce que je fais parce que c'est tout le temps le même principe. Mais là, c'est parce qu'il vous aime, Brigitte. Il vous veut. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et en fait, on n'a pas besoin de le tenir. Moi, je le trouve suffisamment grand pour être vraiment bien positionné. Donc, moi, je me suis plutôt bien amusée. Et sans le tenir, juste avec des jeux de hanches, en fait, ça fonctionne très bien avec des mouvements de bassin. Ouais. On peut vraiment jouer sur les pulsations clitoridiennes, en fait, on va dire. Et c'est assez efficace, disons. Oui, mais de toute façon, c'est jouets qui stimulent à la fois le clitoris et bon, là, ils disent le point G, mais bon, on en a parlé mardi, donc on va pas revenir là-dessus. C'est en tout cas une stimulation vaginale et clitoridienne. C'est vrai que ça a des avantages, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce genre de jouet. Après, il est beau, il est pratique, il est sensuel. Il est sensuel. Je vous dis, il y a juste un souci, j'arrive pas à l'éteindre. Tenez, Michel, vous êtes un homme, vous allez être plus doué que moi.
Voilà, je me suis débarrassée du problème. Vous savez, enfin, finalement, dans la vie, quand on a un problème, il faut trouver un volontaire pour s'occuper de nous, et puis voilà, il ne faut pas se laisser. Voilà, bon. Clairement. Et non, mais il est relativement redoutable, il est assez efficace, et pour les femmes qui sont très clitoridiennes et résistantes, il en vient à bout. Oui, on arrive très très facilement à être fontaine avec ça. Et on y revient. Ah oui. Moi, je l'ai utilisé. J'ai la troisième fois où je l'ai testé. Au début, c'était pas top. J'arrivais pas trop bien à comprendre le principe au niveau clitoris. Donc, mais après, j'ai compris par rapport au bouton. Donc, j'ai continué à jouer. Et après, j'ai voulu utiliser le concept sans les mains, c'est-à-dire être vraiment relâché, détendu, sans. Très bien. Voilà. Et en totale détente. Et puis bien évidemment avec pour objectif de ne pas l'enlever. Et sans l'enlever, les deux fontaines elles étaient agréables, on va dire. Donc non, franchement, il est hyper agréable et assez redoutable, j'avoue. D'accord, j'aime bien le terme redoutable. Oui, redoutable. J'adore. Redoutablement efficace. Oui, j'ai bien compris. Bon. Mais ce qu'il y a de bien aussi, alors là c'est pour pousser, c'est que il se marie très très bien avec des petits jeux avec monsieur. Ah bah bien ça sûr. Passe aussi. Bien sûr. Ça passe aussi. On peut même l'utiliser de manière indépendante, juste clitoris, si on a envie de laisser un peu de place à monsieur, si les deux ne fonctionnent pas. Mais il s'intègre vraiment très très bien, même dans les jeux en couple en fait. Bon. Écoutez, je suis ravie que vous ayez pris ces moments de plaisir redoutable, Vanessa. Et je vous demande sa note. Quelle note vous lui donnez ? Je lui donne 20 sur 10. 20 sur 10. Oh dites donc. Ce stimulateur clitoris.g, Monon Star de la marque Crucius, vous pouvez le retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et en effet, il est pas trop cher, puisqu'il est à 59,90 €. Donc visiblement, il fait le job, comme on dit. Merci beaucoup. Très, très bien. Merci très, très bien. Vanessa. Allez, on fait une petite pause et puis on va conclure dans un instant, toujours avec Michel Odoul. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, créateur de l'Institut français de Shiatsu, nous évoquons les douleurs féminines et on va conclure avec vous, Méline. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Moi, j'ai envie de vous dire que, justement, toutes ces douleurs sont très révélatrices de problèmes qui peuvent être totalement liés à ça. Je suis juste mon exemple de vie, puisque à 33 ans, on m'a opéré, on m'a enlevé l'utérus. Et en fait, ça a été une catastrophe parce que j'avais un père qui était italien du Sud, qui voulait des garçons. On a tous été un peu très masculinisés dans notre enfance. Et quand, enfin, au moment d'être femme, on m'enlève pour moi ce qui représentait le principal attribut de la femme, c'est-à-dire mon utérus, ça a été une catastrophe. Parce que en fait, j'ai essayé d'être féminine toute ma vie vis-à-vis de mon père, et enfin, quand je suis enfin une femme, et heureusement j'avais eu 2 enfants, mais ça personne ne le comprenait. Et ben voilà, on m'enlève l'utérus. Donc c'est pour vous dire que c'est très compliqué. Et sur le coup, j'ai été très très brave, j'ai géré la situation, etc. Et 1 an plus tard, je suis tombée dans une dépression, moi qui me disais toujours que c'était pas possible, que les gens ne pouvaient pas être déprimés, il fallait qu'ils se secouent, etc. Ben, je suis tombée tout au fond. Et en fait, c'était totalement lié à tous ces événements et au fait qu'on allait toucher à mon utérus. Mais c'était à la fois lié à tous ces événements, c'était lié aussi aux conséquences hormonales de ces événements, parce que un certain type d'hormones qui sont en lien avec les cycles sont aussi en lien avec les états de l'humeur et peuvent donc être associés à des états dépressifs particuliers. Mais il y a juste une chose sur laquelle j'aurais envie de revenir par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on vous a sans doute enlevé votre potentiel d'être mère,
mais personne ne peut vous enlever votre féminité. Il faut vraiment que vous intégriez ça au plus profond de vous-même. C'est-à-dire que l'opération que vous avez subie, oui, bien sûr qu'elle vous enlève ce potentiel d'être mère. Et que ce potentiel d'être mère, c'est quelque chose qui, comme vous l'avez parfaitement compris et défini, est lié à l'identité qui a été la vôtre et à celle qu'on vous a donné le droit de construire et pas une autre. En revanche, cette identité-là, c'est celle qui avait comme conséquence le fait d'être dans une posture de femme dont le rôle central était celui d'être mère. Mais une posture de femme, ça peut être aussi d'être femme par rapport à elle-même. Et ça, ce droit-là, cette posture-là, ce corps-là, vous l'avez toujours et vous avez toujours la possibilité de le vivre. La seule chose qui vous a été enlevée, bien sûr, c'est cette dimension qui est la dimension maternelle. Oui, et c'est bien dommage que personne ne m'ait dit ça à l'époque, parce qu'en fait, vous avez donné la réponse qu'il fallait donner à quelqu'un qui traversait cette épreuve, sauf que moi, on me l'a donné 15 ans plus tard. Oui. Bien sûr, mais parce qu'on a trop longtemps, et un certain nombre de femmes d'ailleurs, ont trop longtemps refusé d'entendre ce qu'il pouvait y avoir comme souffrance derrière la douleur. C'est-à-dire qu'on a voulu se focaliser sur le fait que c'était une pathologie, une maladie, et puis qu'il y avait que ça, et point d'autre, etc., etc. Sauf qu'il faut bien comprendre que ça n'existe pas comme ça tout seul, une pathologie, et qu'il y a aussi une composante qui est une composante psychique, qui est une composante importante qui participe à ça. Et que dans la reconstruction, la cicatrisation, qu'est-ce que c'est la cicatrisation dans le corps, si ce n'est ce qu'évoquait tout à l'heure Brigitte à travers le pardon. La cicatrisation dans le corps, c'est le pardon à soi. Et que c'est quelque chose qui a besoin. Et en effet, la troisième phase, c'est de mettre du sens. Et oui. Et c'est ça aussi que ça signifie, hein, quelque part. Votre lien au père est compliqué, hein, forcément, parce que vous avez forcément aimé votre père comme toute petite fille, et en même temps, vous lui en avez voulu de pas vous respecter en tant que femme, en quelque sorte. Hein, on pourrait dire complètement, ça. Complètement. Et donc, oui, vous en payez même temps, le prix fort. Une grande absente dans l'histoire, c'est que vous en voulez beaucoup à votre père, mais votre mère là-dedans. C'est vrai. Oui, c'est vrai que là, vous êtes en train de me... Et à mon âge, j'apprends encore des choses, c'est fantastique. C'est vrai, et au fait, et ma mère. Alors, vous avez quand même eu 2 enfants, hein, donc ouais. Elle n'a pas dû être si mauvaise que ça, mais quelque part, elle vous a pas un peu aidé contre le père qui était quand même certainement tout puissant. Hein. Non, elle était totalement soumise. Bah totalement. Oui. Bah oui. Oui, parce qu'il y avait une espèce de fatalité déterminante par les archétypes habituels de la société ancienne. Oui, et n'oubliez pas que excusez-moi, je vous ai interrompu, mais pendant longtemps, c'était la faute de la femme si l'homme n'avait que des filles. Hein. Absolument. Donc bien sûr que tout ça, c'est une espèce de pathos qui est latent et qui est présent là-dedans. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est effectivement le fait de mesurer et de prendre conscience que bien au-delà de la question de ce qu'est l'analyse de la pathologie elle-même, d'intégrer au plus profond que le sens qu'on lui donne et la façon dont on la vit est quelque chose qui est un baume qui permet à la chose d'être vécue avec moins d'inconfort à minima, voire éventuellement même avec une capacité résiliente dans son corps et dans sa tête qui est majeure pour l'équilibre de la vie. Oui, c'est ce que vous disiez, mettre des mots sur les mots. Oui. Exactement. Mais c'est vrai que, vous savez, Méline, il faut aussi avoir beaucoup d'indulgence avec soi-même. Quand on n'arrive pas à mettre le sens à ce moment-là, c'est parce que ce serait trop violent pour nous. Oui. On serait pas apte à le supporter, donc on subit, on courbe un peu les chines, et puis à un moment, on est prêt à pouvoir mettre le sens qu'on y met, et puis ça, à ce moment-là, comme par hasard, il y a quelqu'un qui va nous le dire. Vous savez, moi j'aime bien cette phrase, hein, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Il faut vraiment avoir cette indulgence vis-à-vis de soi-même. Parfois, on est dans le brouillard et on reste dans le brouillard parce que la lumière serait trop violente. Oui, c'est beau, c'est vrai. Tout à fait. Vous êtes pleine de sagesse. Non. Ah, oui, hein, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai, oui. En plus. Non, mais c'est vrai, il faut rappeler ça aussi, parce que c'est vrai, quand vous venez, Michel Odoul, on a tout le temps des gens qui viennent, et puis qui tout d'un coup, grâce à une parole que vous dites, il y a quelque chose qui s'allume, mais ça s'allume à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, la terre était fertile, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail au préalable, bien sûr. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie tous les deux, c'était très éclairant. Merci à vous.
Eh bien, tant mieux. La petite lumière au bout du tunnel qui est là et qui, eh bien, parfois le tunnel il est long à traverser, parfois voilà. Tout à fait. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci Méline. Au revoir. Oui, je crois qu'on a beaucoup parlé évidemment de l'utérus, des règles, etc. On n'a pas du tout parlé des seins et je crois que c'est juste pour conclure important de dire aussi que toute la symbolique des seins est aussi énormément liée au féminin et au maternel. N'oublions pas ça. On aurait pu presque faire la même émission en parlant des seins et bien sûr, tout ce parce qui touche les seins. C'est un outil, un vecteur magnifique de nutrition de l'autre, et notamment de celui à qui on a donné la vie et qui est dépendant de nous pendant un certain temps. Et donc, nous avons là quelque chose qui permet de donner finalement ce qui permet à la vie d'exister. Je dirais que cet amour organique qui s'appelle le lait maternel, et en même temps par le geste et par la fée mécanique de la tétée, ce contact, cet échange de peau à peau qui, par l'ocytocine et un certain nombre de manifestations, construit le petit enfant et le bébé, ce qu'on vous connaît avec la technique kangourou des enfants prématurés, qu'on laisse 24 heures sur 24 contre la peau de leur mère. Absolument. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est nourri de cette façon-là. Et puis l'autre vecteur, évidemment, bien sûr, de ce qu'est la poitrine, de ce que sont les seins, qui est un vecteur de séduction. Cacher ce sein que je ne saurais voir, évidemment. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a toute une polémique. Les femmes ne peuvent plus bronzer les seins nus. Enfin, il y a aussi toute une... Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a énormément de choses. On l'a peut-être pas assez dit tout au long de ces 2 heures, mais c'est vrai que le monde bouge beaucoup. La société actuelle bouge beaucoup. Et c'est vrai que pour les femmes aujourd'hui, il y a des mouvements à la fois très conscients, mais des mouvements souterrains aussi qui peuvent fragiliser les femmes. Je trouve que c'est important de le signaler. Voilà, qui sont porteurs d'une rétractation et qui n'est pas bonne du tout parce qu'elle tue la vie en nous. Il faut pas oublier la portée symbolique des choses. Elles sont profondes. Les archétypes, c'est pas nous qui les avons inventés. Ils sont universels et ils existent depuis l'aube des temps. Et ils sont quelque chose qui est une résonance de ce que nous incarnons en tant qu'être humain, chacun. Et que réduire cela à quelques éléments biomécaniques ou réduire cela à quelques dictates de mode de pensée qui essayent de s'imposer n'est pas juste du tout et ne génère en tout cas ni libération ni bien-être, mais plutôt une forte tension et une forte souffrance intérieure. Et pour conclure, j'aurais juste envie de vous dire, mesdames, soyez fiers d'être des femmes. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je pense que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Michel Odoul. N'hésitez pas, les livres de Michel Odoul sont tous aux éditions Albin Michel, donc c'est facile. Vous pouvez aller voir la liste de ces livres si vous avez envie de mieux comprendre pourquoi ça vous arrive à tel moment, par exemple. Ils sont tous de toute façon très bien. Merci de ces 2 heures avec nous, Michel Odoul. Merci. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan et demain nous serons avec Guillaume de Brébisson et on va vous donner les clés des couples heureux dans leur sexualité. Il va nous donner quelques pistes et je suis sûre que ça vous intéressera pour passer peut-être un excellent week-end qui approche à grands pas puisqu'on est déjà jeudi. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.